toi, Alexandre. Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction sur la question de la greffe? On a la chance dans les situations qu'on appelle d'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire quand les deux reins font moins de 10% de leur travail, d'avoir un traitement qu'on appelle de rein artificiel, qui est la dialyse, et dont la technique a beaucoup évolué, dont la qualité augmente évidemment avec le temps, comme dans la plupart des disciplines médicales. Et je dis qu'on a de la chance parce que c'est pas le cas des disciplines comme la cardiologie, les pathologies ou les patients qui sont en insuffisance cardiaque, ont une cirrhose ou des problèmes respiratoires gravissimes, n'ont pas ces traitements artificiels et chez lesquels souvent la fin de la fonction de l'organe correspond en fait à une sanction de mort sans transplantation. En néphrologie, donc dans le contexte de l'insuffisance rénale terminale, on a au moins cette chance qu'en attendant la transplantation, on a un traitement très efficace qui est la dialyse chronique. Néanmoins, comme le savent bien les dialysés, c'est un traitement qui est assez contraignant puisque quelle que soit la technique, c'est un soin qui occupe beaucoup et qui altère ou disons complique le quotidien des patients qui sont en dialyse chronique. Et d'autre part, malheureusement, la morbidité, comme on dit, cardiovasculaire, c'est-à-dire le risque cardiovasculaire des patients dialysés, est toujours supérieur en 2020 à celui des patients qui ont eu la chance de pouvoir être transplantés. Il faut souhaiter que tout le monde puisse avoir accès à un transplant rénal, qu'on soit jeune, âgé, HIV+, HIV-, atteint de telle ou telle pathologie. En pratique, la transplantation rénale, qui est donc le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale, nécessite aussi qu'on prenne évidemment des médicaments anti-rejet, ce qui augmente d'autres risques, le risque infectieux, ce qui nécessite aussi d'être surveillé pour certains cancers. Bref, il y a un suivi qui est sinon contraignant, du moins assez serré des patients transplantés. Mais dans l'ensemble, que ce soit en termes de qualité de vie ou de quantité de vie, on a avantage à être transplanté rénal quand on a une insuffisance rénale terminale. Quelles mesures de protection adopter dans la vie quotidienne pour éviter d'être contaminé par la Covid? Nos sont évidemment à risque en cette période de pandémie de contracter le Covid. Donc, il est très important que, comme tout le monde, les mesures barrières soient appliquées, les endroits confinés, et je pense notamment aux transports en commun, soient évités, ou disons s'ils doivent être pris, qu'on soit vraiment extrêmement vigilant sur, soit même sur le port du masque, c'est-à-dire bien le porter d'une façon qui protège non seulement la bouche mais le nez, et puis avoir en permanence avec soi du gel hydroalcoolique, parce qu'on ne peut pas s'empêcher dans la vie de toucher des surfaces qui ont peut-être été contaminées avec des particules virales. Donc, comme tout le monde, les insuffisants rénaux doivent évidemment appliquer les mesures barrières. Et peut-être même un petit peu plus que tout le monde, puisque l'insuffisance rénale représente une vulnérabilité, mais les dialysés chroniques qui doivent se rendre régulièrement dans une structure de soins pour les hémodialyser 3 fois par semaine, ou les transplantés qui prennent des médicaments qui affaiblissent leur défense immunitaire, sont probablement plus à risque que la population générale, même si on a observé pendant la première vague qu'en réalité le taux de contamination, d'infection à coronavirus était probablement moins élevé qu'attendu dans une population vulnérable. Probablement, et ça c'est le sondage qui a été mené notamment par Renalou qui l'a montré, probablement parce que ces patients se savent vulnérables et dès la première vague se sont ultra confinés. Oui, Alexandre, une petite question complémentaire. Est-ce qu'il y a actuellement une inquiétude au sujet du maintien des prélèvements et de la greffe dans la perspective d'une seconde vague de la pandémie de Covid-19? L'activité de greffe rénale a été suspendue pendant la première vague, pendant 2 mois, et qu'aujourd'hui, alors que la deuxième vague a débuté, on voit bien que l'activité de prélèvement se ralentit. Pour des raisons qui sont multifactorielles,
Une des raisons va être, si la situation s'aggrave, la saturation des lits en réanimation, puisque de plus en plus de patients y sont admis pour des pneumonies à Covid, ce qui, à un moment donné, pourra peut-être empêcher de prendre en réanimation des patients qui sont en mort cérébrale et qui auraient été destinés à être des donneurs d'organes et donc des sources d'organes pour les patients qui sont sur la liste d'attente. Donc oui, il y a une inquiétude à avoir. On a reçu des demandes du ministère de la Santé et de l'Agence de la biomédecine pour qu'on arrive à s'organiser entre professionnels pour arriver à maintenir cette activité dans des lieux qui pourraient être ultra protégés, sanctuarisés en quelque sorte, pour que l'activité de greffe qu'on peut arriver à maintenir se maintienne réellement. C'est des discussions qui sont compliquées, mais qui sont en cours et dont j'espère qu'elles aboutiront à une organisation collégiale, sécurisée, et qui surtout permettent de maintenir et le prélèvement et la transplantation, parce que pandémie ou pas, il y a encore une fois un énorme intérêt à continuer à transplanter les malades qui sont en insuffisance rénale terminale. Alors, une autre question, peut-être détachée du Covid cette fois. Est-ce que tu peux nous dire où en est la recherche, notamment au sujet des greffons artificiels? Alors, sans parler de science-fiction, hein, puisqu'il y a des choses qui sont vraiment débutantes, le projet le plus susceptible d'aboutir dans les 10 à 20 ans qui viennent est celui qui consiste à prendre une cellule, par exemple, de la peau d'un patient qui est en dialyse ou en insuffisance rénale sévère, à transformer cette cellule en cellule souche et à l'incuber en quelque sorte in vivo dans un animal qui sera probablement le cochon, pour arriver à recréer un rein ayant toute l'identité biologique de la personne à qui on a pris une cellule de peau, par exemple, et qu'on pourrait ensuite regreffer à cette personne quand il ou elle en aura besoin. Et comme ce sera un organe créé à partir d'une de ses propres cellules, il n'y aura pas de problématique de rejet, donc pas besoin de traitement anti-rejet, et donc pas de morbidité associée à ces médicaments, qu'elles soient infectieuses ou autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment qui n'est pas au point, hein, sinon on le saurait tous, mais qui est probablement dans un horizon raisonnable et qu'on verra peut-être de notre vivant, mais je ne sais pas, à suivre. Est-ce qu'il y a des risques de récidive d'une maladie, par exemple la polykystose hépatorénale ou la maladie de Berger sur le greffon? Alors là, toutes les maladies ne sont pas équivalentes. La chance des patients qui ont une maladie déterminée par une variation génétique, par exemple la polykystose rénale, qui est la maladie rénale génétique la plus fréquente, il n'y a aucune chance que leur polykystose récidive sur le greffon, puisque ce greffon ne porte pas de variation génétique inflammatoire. Il est en réalité assez rare, c'est moins de 10% des patients, de voir quelqu'un dont la maladie initiale inflammatoire récidive parce qu'elle est probablement contrôlée par les médicaments anti-rejet. Si je suis greffée, quand est-ce qu'il faudrait que je fasse le vaccin contre la grippe et combien de temps est-ce qu'il va me protéger? Le vaccin contre la grippe doit être administré à toutes les personnes vulnérables et à toutes les personnes qui prennent soin des patients vulnérables, comme par exemple les soignants. Il doit être fait tous les ans, parce qu'en fait, c'est un virus qui, comme tous les virus, mute beaucoup. Et il doit être fait dès que le vaccin actualisé, on va dire annuel, est commercialisé, c'est-à-dire en général au mois d'octobre. Il y a parfois des réserves qu'on entend de certains patients qui mettent en doute l'efficacité du vaccin. Évidemment, aucun vaccin n'est à 100% efficace, qui n'a pas d'effet secondaire. Et donc, moi, comme
tous les patients vulnérables, je pense aux dialysés, aux greffés, devons nous vacciner. Puis quelques mois sur la liste nationale d'attente pour une greffe rénale. Puis-je connaître ma position sur cette liste? La liste d'attente pour être transplanté d'un organe, par exemple le rein, n'a rien à voir avec une liste d'attente chez le boulanger ou chez le marchand de presse. En fait, tous les patients ont un score qui dépend de critères qui leur sont propres, leur temps d'attente en dialyse par exemple, mais qui dépendent aussi du donneur qui va être en état de mort encéphalique cet après-midi ou ce soir, parce que ce qui compte beaucoup dans la valeur du score, c'est la proximité en âge, en identité biologique entre le donneur de cet après-midi et le receveur qui est déjà inscrit sur la liste d'attente. Et évidemment, personne n'est capable de donner les caractéristiques de quelqu'un qui cet après-midi va avoir un accident de la route, une attaque cérébrale qui va le conduire en mort encéphalique et qui va en faire un donneur d'organes. En fonction de cette personne, à l'heure qu'il est, évidemment, personne ne peut connaître, il y aura une liste des receveurs les plus appropriés à ce donneur, et un score qui, par contre, intègre, pour rassurer les patients, des choses comme le temps d'attente et la différence d'âge par rapport à ce donneur. Mais ce n'est pas parce que on attend depuis, par exemple, 3 ans et demi qu'on est, par exemple, 27e sur la liste d'attente et que donc on va être greffé au bout de 26 donneurs en état de mort cérébrale. Ça fonctionne en fait par couple donneur-receveur et donc le score de chaque patient dépend aussi du donneur. J'aimerais bénéficier du Belatacept et on ne me le propose pas. Pourquoi? Que dois-je faire? Et comment se passerait un switch de traitement? Alors, le Belatacept est un médicament qui est un petit peu plus récent que les médicaments qu'on utilise en routine, qui a montré son efficacité anti-rejet et qui a 2 énormes avantages. Le premier, c'est qu'il n'a pas de toxicité rénale et donc ça lui confère un solide avantage vis-à-vis des traitements qu'on appelle anticalcinérines, le tacrolimus et la cyclosporine essentiellement. Le deuxième avantage qu'il a, c'est qu'il est administré en perfusion ou maintenant par voie sous-cutanée, et donc on est certain de la prise médicamenteuse. C'est-à-dire que quand il est administré soit à l'hôpital, soit par un infirmier ou une infirmière, on sait que le malade a reçu son traitement anti-rejet. Et c'est rassurant parce qu'on vit dans un monde où on estime qu'un quart des patients à peu près ont du mal à prendre leur traitement régulièrement. Alors, ayant dit ça, le Belatacept a une histoire personnelle qui est compliquée dans la mesure où il a fallu beaucoup de temps pour que le laboratoire qu'il produit et le gouvernement français se mettent d'accord sur un prix, la bonne indication, etc. Donc, on commence seulement à voir ce médicament se déployer et bénéficier à plus de patients. Gardons en tête quand même que par rapport aux traitements conventionnels qui ont leurs inconvénients, le Belatacept est un petit peu moins immunodépresseur, c'est-à-dire que sous ce traitement, on sait qu'on prend un surrisque de rejet aigu, et donc c'est des malades qui doivent être particulièrement surveillés. Probablement que certains patients ne tombent pas dans l'indication du Belatacept parce qu'ils sont déjà à très haut risque de rejet. Donc, cette discussion de savoir si on est transplanté, si on peut bénéficier du Belatacept, comment on peut en bénéficier et si c'est vraiment une bonne idée, dans son cas particulier, elle doit être tenue avec le néphrologue qui prend soin du patient parce que c'est une vraie discussion où il faut bien peser la balance bénéfice-risque. Je suis greffée depuis 30 ans. À l'époque, j'ai patienté 10 ans en dialyse car j'ai un typage HLA rare. Est-ce que la technique a évolué?
La technique a beaucoup évolué, oui. Depuis un petit peu plus de 10 ans, on est capable de savoir exactement contre quels antigènes HLA un patient donné a des anticorps. Alors qu'il y a plus de 10 ans, on raisonnait en parlant de taux d'immunisation par rapport aux antigènes HLA exprimés par les gens vivant dans votre bassin de population. Donc on a une notion de l'identité biologique et donc potentiellement du risque immunologique qui est beaucoup plus fine depuis à peu près 2009. Et le fait d'avoir un groupe HLA rare est moins problématique que le fait d'être immunisé contre beaucoup d'HLA fréquemment exprimés. Et donc, quelqu'un qui a un groupe HLA rare doit en fait davantage se préoccuper de savoir s'il a des anticorps contre des antigènes HLA fréquents. Là aussi, c'est un peu technique, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de progrès et une bien meilleure connaissance du risque immunologique que courrait chaque receveur en recevant le rein de tel donneur. Christian, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience de donneur vivant avec ta femme et quel a été ton parcours? J'ai donc donné mon rein droit à ma femme en mars 2006. Et depuis, tout se passe bien, et pour l'une et pour l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a eu absolument aucun problème, ni de rejet, ni de problème de santé. Alors, ce qui est absolument certain, et c'est connu d'une manière internationale, c'est que la greffe préemptive avec donneur vivant est de très loin la meilleure solution pour lutter contre l'insuffisance rénale et les problèmes de reins. Bon, c'est évident pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'attend pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas, je veux dire, on n'a pas à attendre sur la liste d'attente. Deuxièmement, il y a une sélection extrêmement forte qui est faite du donneur vivant en s'assurant les méthodes de comparabilité, etc., qui sont tout à fait rassurantes. Et les résultats sont là, c'est-à-dire que l'espérance de vie du patient ou de la patiente sont absolument excellentes et supérieures à toutes les autres formules. Alors, il y a des raisons pour lesquelles ça arrive comme ça, c'est-à-dire que le donneur est soumis à un ensemble d'examens extrêmement longs, rasoirs, qui prennent beaucoup de temps. Nous, ça a mis 9 mois, donc le temps de faire un enfant, et j'ai trouvé ça très long. Bon, mais une fois que c'est passé, je veux dire, on a totalement oublié la chose, et en même temps, on a eu une très grande sécurité. Alors, en France, ce qui est assez ennuyeux, c'est que la greffe avec donneur vivant est encore très minoritaire. C'est-à-dire qu'en 2006, il y avait 6% des greffes rénales qui étaient des donneurs vivants, et aujourd'hui, on a progressé puisqu'on est à 14% aujourd'hui, mais sur 100 greffes de rein, mais ça a monté jusqu'à 2017 et 2018-2019 accusent une forte diminution. Et c'est-à-dire entre 2016 et 2017, il y a eu 100 greffes de donneurs vivants en moins. Et ça, c'est vraiment extrêmement ennuyeux parce que, je veux dire, c'est une ressource absolument extraordinaire, et autant sur les prélèvements auprès de personnes décédées, je veux dire, rencontrent des limites. Là, il n'y a quasiment pas de limite, je veux dire, puisque en plus, on a obtenu à la loi de bioéthique de 2012 l'extension de la possibilité de donneur vivant en dehors de la famille aux amis. Bon. Alors, la sélection est drastique, et d'autre part, je veux dire, ce qui est important de souligner, c'est que on avait fait une enquête avec l'ABM on en a fait 2. Bon,
auprès de tous les donneurs vivants, vivants encore, enfin existants, etc. Bon. Et le résultat est assez extraordinaire, c'est-à-dire que d'abord il y a eu un taux de réponse à l'enquête qui est excellent, ce qui prouve que les gens sont à la fois vivants d'un côté, mais surtout très motivés encore. Et on avait posé plusieurs questions à la fin, c'est-à-dire, et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Et est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un, à un ami, à quelqu'un de proche, la même formule pour lui, etc. Et là, les réponses sont absolument extraordinaires, 95% au moins. Et chose à la fois très significative et tragique, c'est qu'il y a eu 5 décès parmi les personnes qui ont reçu un rein de ces donneurs-là, enfin qui ont répondu. Bon. Et à la question, est-ce que vous recommenceriez? Ils ont d'abord répondu, ce qui prouve qu'ils sont encore très motivés, et en même temps, ils ont dit oui, évidemment. Bon. Et donc, il y a un sentiment de joie, de fierté, et alors de fierté d'une certaine façon. Après, il y a des gens qui disent c'est le plus bel acte de ma vie, etc. Bon, très bien. Mais plus que la fierté, c'est le sentiment d'avoir réussi à exercer ensemble, à deux, un pouvoir sur la maladie et je veux dire d'avoir gagné, si vous voulez, je veux dire quelque chose. Parce que, comme peut-être je le disais tout à l'heure, c'est quand même de très très loin la meilleure solution. Et on parle souvent, si vous voulez, de la dette, enfin je veux dire de la dette inextinguible que contracterait le receveur vis-à-vis de son donneur qui ne peut pas rembourser, etc. Bon, etc. C'est complètement faux parce que, en fait, si vous voulez, ça profite à tout le monde. C'est-à-dire que ça profite au receveur et ça profite au donneur. Et comme ils sont en général assez liés, soit qu'il s'agisse d'un parent, soit qu'il s'agisse d'un époux, soit qu'il s'agisse d'un frère et d'une sœur, ben, je veux dire, ce qui arrive de bien aux proches et arrive de bien aussi à l'autre. Et en ce qui concerne la mobilité en particulier, moi je l'ai beaucoup éprouvé avec ma femme, c'est-à-dire que quand vous êtes en dialyse, bon, ben, c'est la chèvre attachée au piquet 3 fois par semaine, vous ne pouvez pas du tout voyager. Or, nous, on adore les voyages et on a pu explorer, on a été en Iran, on a été, je veux dire, en Chine, on a été au lac Baïkal, on a été, je veux dire, absolument partout. Et ça, c'est une liberté absolument extraordinaire que donne la greffe en général et la greffe avec donneur vivant, parce qu'on peut faire les voyages à deux. Voilà. Et donc, il y a une joie, je veux dire, réellement, de participer à cet exercice. Et les douleurs, enfin, je veux dire, il y en a dans les enquêtes. Enfin, moi, j'ai rien senti. Hein, on m'avait donné de la morphine et je ne l'ai même pas utilisée. Et il y a des ennuis post-opératoires. Enfin, je veux dire, ça se passe toujours. Enfin, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir, etc. Mais dans l'ensemble, un mois, un an après, etc., on les oublie complètement. Et la mortalité des donneurs vivants est très faible. Enfin, je veux dire, il n'y en a quasiment pas. Et l'espérance de vie, par contre, alors c'est extraordinaire, on a une espérance de vie en tant que donneur vivant supérieure à celle de la moyenne nationale, parce qu'on a été simplement sélectionné pour sa bonne santé. Donc, il y a tous les cas de se réjouir.